Gbagbo Oundada et Normand ont menti sur le Mali pendant 7 minutes, avec l'approbation d'une journaliste complètement fanatisée par leurs mensonges. En tout cas, complètement, pour ainsi dire, complaisante envers leurs mensonges, qui ne leur a opposé aucune objection. Ils étaient chargés de dérouler le narratif mensonger sur la bataille du peuple africain du Mali pour sa souveraineté. Nous allons aborder un troisième sujet qui nous amène maintenant dans la presse de la France-Afrique, la presse du néocolonialisme français. C'est une presse qui s'est adonnée cette dernière semaine à des contorsions extraordinaires. Quand le 14 août 2025, le Mali a dénoncé un complot contre les institutions de la République, auquel participaient des officiers, des soldats maliens et un officier de la DGSE française, on a commencé par observer un silence plat, un silence mat de la presse france-africaine. Elle était sonnée groggy parce qu'il y avait une agitation dans cette presse depuis un certain moment qui indique que tout le monde s'attendait à un coup d'État. Dans une deuxième phase, la presse française et la presse de la France-Afrique nous ont sorti une thèse selon laquelle un ressortissant français, ressortissant, hein, on aurait même pu dire un passant, un Français passant par là, un ressortissant français aurait été arrêté injustement au Mali et confondu dans l'affaire du coup d'État. Ils ont fait 3 jours avec cette thèse. Puis on est arrivé le samedi 16 août 2025. Là, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, est sorti pour dire que le Français qui a été arrêté au Mali est un diplomate et qu'il est protégé par la Convention de Vienne sur l'immunité des diplomates. Et que les accusations qui ont été formulées contre lui sont sans fondement. Mais le Mali n'a pas beaucoup parlé. Le Mali a parlé une seule fois. Par un communiqué officiel lu au journal de l'ORTM de 20 h par le ministre Mohamedine de la Protection civile. Il s'est exprimé en un communiqué qui a précisé qu'un complot de coup d'État avait été démantelé et que depuis le 1er août, plusieurs des acteurs de ce complot avaient été mis hors d'état de nuire, placés en détention, et que parmi eux, il y avait un agent, il y avait un citoyen français travaillant pour le compte du renseignement extérieur français. Le Mali avait été très clair sur le fait que M. Yann Christian Bernard Vézilier est un agent de la DGSE. Or, la presse française niait cela. Elle s'obstinait à le présenter juste comme un ressortissant français. C'est-à-dire comme M. Lambda, quoi. Peut-être qu'il serait venu au Mali uniquement cirer des chaussures, cueillir des mangues, ou tout simplement prendre des photos des papillons qui volent dans les prés, les beaux prés de Bamako. On a voulu présenter, c'était un bonhomme qui était juste passionné par la beauté des motifs du Bogolan, le Bogolan malien. C'est quelqu'un qui, à la limite, serait intéressé par la contemplation des flots du fleuve Djoliba. Lorsque ceux-ci caressent les champs de salade, de choux et de carottes qui entourent le majestueux fleuve malien. On a voulu le présenter comme vraiment presque un touriste français qui malheureusement s'est retrouvé dans tous les risques. Vraiment quelqu'un qui n'a rien fait, on le prend, on dit qu'il est dans le coup d'État, juste parce qu'il est blanc. Ça paraissait même littéralement comme une arrestation raciste. Hein? Le Mali a pourtant dit, c'est un agent de la DGSE. Le Mali n'a pas trop parlé. Hein. Nous avons mené nos propres enquêtes. Très rapidement, nous avons découvert, grâce au site officiel Légifrance, qu'il s'agit d'un lieutenant-colonel de l'armée française, certes affecté comme membre de la mission diplomatique française au Mali, mais c'est un lieutenant-colonel de l'armée française, connu comme tel, et par ailleurs travaillant pour le renseignement extérieur français. Les documents officiels français en ligne permettent de le savoir. Mais jusque-là, la presse française faisait semblant de ne pas savoir qui est Yann Vézilier. On faisait semblant de considérer que c'était un anonyme, un citoyen français lambda, qui aurait été mêlé à une affaire contre sa volonté. Mais à partir de samedi, on nous dit que c'est un diplomate. L'argument qui dit que c'est un diplomate a été conçu pour le protéger par la Convention de Vienne. En effet, selon la Convention de Vienne, un diplomate, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions diplomatiques, ne peut pas être arrêté
par le pays étranger dans lequel il a été affecté. S'il y a un problème, on doit s'en remettre au pays qui l'a accrédité et demander à celui-ci de déclencher des poursuites contre lui, dans le cadre de ce qu'on appelle d'ailleurs la stratégie des commissions rogatoires. Je parle ici sous le contrôle des brillants avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Je salue Maître Njifutao Woshawo Aboubekr, docteur de l'université en droit, sous le contrôle de qui je m'exprime ici sur ces questions judiciaro-juridiques, dont je ne suis pas spécialiste, mais que j'ai quand même eu le temps de cerner. Mais le vice-président de la commission de défense du Conseil national de transition, le docteur Fousseynou Ouattara, prenait utilement la parole en début de cette semaine sur RT et Sputnik pour ajouter une précision qui permet d'éclairer l'impossibilité que la Convention de Vienne soit valable dans ce cas. Le docteur Fousseynou Ouattara mettait à la disposition de l'opinion, en tant qu'officiel malien, l'information suivante: le lieutenant-colonel Yann Bernard Christian Vézilier a été pris en flagrant délit de déstabilisation des institutions de l'État malien. Flagrant délit. On l'a pris sur le fait, selon les autorités maliennes. Or, la Convention de Vienne ne couvre pas les flagrants délits de cette nature. Ils font partie des exceptions que la règle, eh bien, ne couvre pas. Le Mali rappelait donc que c'est dans le cadre de ce flagrant délit qu'il a été arrêté. Devant cette difficulté, toute la semaine a été passée dans le déni et des autorités françaises et de la presse française et de la presse néocoloniale france-africaine. Le déni. Ils n'ont pas voulu reconnaître depuis pratiquement une semaine que c'était un agent de la DGSE. Et un agent de la DGSE, c'est un espion. C'est un espion. Le travail de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, c'est d'espionner. Son travail, c'est l'espionnage. Donc, voilà que nous arrivons aujourd'hui, et là, j'observe un tournant incroyable dans la presse française. On reconnaît sur le monde diplomatique, on reconnaît sur Le Point, on reconnaît sur Le Figaro, on reconnaît globalement sur RFI, on reconnaît sur France 24 que monsieur le lieutenant-colonel Yann Bernard Christian Vézilier, est bel et bien un agent de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs français, donc un espion français. Mais on maintient qu'il agissait en tant que diplomate et qu'il est protégé par la Convention de Vienne. Seulement, on ne veut pas répondre à la question de l'accusation malienne, l'accusation de flagrant délit de déstabilisation des institutions. Personne n'y répond. Ils essayent d'enfumer l'opinion française, ils essayent d'enfumer l'opinion internationale sur le principal argument officiel malien. À savoir qu'il n'a pas été pris en train de faire son travail de diplomate. Non, il a été pris en train de faire le travail de putschiste. Ce n'est pas la même chose. Si on te nomme comme diplomate dans un pays, tu ne fais que ton travail de diplomate. Tu ne peux pas aller dans un pays où on t'a envoyé en tant que diplomate t'associer à des généraux, à des soldats pour renverser le président en place. Ça ne fait pas partie du travail diplomate. Tu es sorti du cadre de ta mission. Donc tu es sorti du cadre de la Convention de Vienne qui protège les diplomates. Et tu es entré maintenant dans le droit pénal national malien, en t'ingérant dans les affaires intérieures du Mali et en participant à un groupe qui avait l'intention de renverser le gouvernement malien. Tu es sorti du cadre diplomatique et tu es entré dans le cadre pénal. Dans ces conditions, tu ne peux plus être couvert par la Convention. Tu dois être jugé par le tribunal militaire, le tribunal réservé à ces cas-là qui relèvent des délits et des crimes. Il va te juger et par la suite, les autorités décideront. Le président décidera s'il te donne amnistie ou s'il te donne une grâce ou s'il ne te donne rien. C'est-à-dire tu purges ta peine. Oui! Donc voilà l'état de l'affaire. Mais comme ils sont en difficulté parce que d'abord ils ont voulu nier. Ensuite ils ont affirmé à moitié. Maintenant ils affirment encore un quart. Mais il reste toujours une moitié, voire un quart de vérité qu'ils ne veulent pas assumer. Ils ont donc envoyé 2 sapeurs-pompiers. 2 sapeurs-pompiers, mais de la pire des qualités. Et il y a un que nous appelons affectueusement le hibou de Dakar, Serge Daniel Bogbohundada.
il a été appelé au secours pour mentir sur l'affaire. Et comme ces mensonges ne suffisaient pas, on l'a adjoint de l'ancien ambassadeur de France au Mali, un certain monsieur Nicolas Normand. Les deux se sont donc accroupis sur TV5 pour mentir sur l'affaire. On va les écouter, je vais les interrompre à chaque fois pour montrer qu'ils mentent. Ils vont parler à haute et intelligible voix ici, et chaque fois qu'ils mentent, je les arrête pour prouver qu'ils mentent. Et je leur donne la parole jusqu'à la fin. C'est une interview qui dure 7 minutes sur TV5. Les deux acolytes sont appelés pour mentir et essayer de couvrir l'affaire. De couvrir l'affaire d'un épais et fumeux brouillard pour tromper l'opinion française, tromper l'opinion internationale et essayer d'enfumer les Africains. Malheureusement, ça ne marche plus. Parce que nous, on voit dedans. Ça ne marche plus parce que les Africains ne s'informent plus chez RFI, chez France 24. Les Africains ne s'informent plus chez TV5. Ils ne s'informent plus chez Le Monde, chez Jeune Afrique. Les Africains ne s'informent plus chez ces gens-là. Car ils savent que ce qui plaît à ces gens-là, par définition, déplaît aux Africains. Que ce qui arrange ces gens-là, par définition, dérange les Africains. Les Africains écoutent. Eh bien, les gouvernements panafricanistes révolutionnaires du continent, les intellectuels panafricanistes, les militants et les activistes panafricanistes de tous les continents sont plus écoutés que tous les médias français rassemblés. La preuve. Actuellement, vous êtes plus de 25 000 en direct. Plus de 25 000. Bobo Oundada, il ne peut pas faire un direct avec 25 000 personnes en direct. Impossible. Il ne peut pas. Il a besoin d'utiliser les vieilles chaînes de télévision france-africaine qu'il emploie contre le peuple africain qu'il a renié. Lui qui a caché son véritable nom de Serge Daniel Gbagbo Oundada. Gbagbo Oundada. C'est son nom, le hibou de Dakar. Alors, avant de leur donner la parole, j'aimerais quand même souligner deux choses. La première chose, vous voyez, le Sénégal continue de permettre à cet individu de nuire à la vérité en Afrique, à partir du Sénégal. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les dirigeants sénégalais là sont sérieux? Depuis le temps que Serge Daniel Gbagbo Oundada fait la propagande terroriste à partir du Sénégal, Ousmane Sonko n'est pas troublé. Ousmane Sonko n'est pas troublé par le rôle de ce Serge Daniel Gbagbo Oundada. Depuis que ce monsieur-là promeut le terrorisme, Bassirou Diomaye Faye ne se dit pas ce n'est pas normal, qui est ici à Dakar, un journaliste qui est constamment en train d'enfoncer le Sahel, en train de dire des tombereaux de mensonges sur le Sahel. Ce n'est pas normal que nous, à Dakar, nous lui accordions le gîte et le couvert. Est-ce que vous voyez la méchanceté, le cynisme des dirigeants sénégalais actuels là? Vous voyez comment ces gens-là sont mauvais? Et quand on vient le dire ici, leurs partisans sortent. Ah, vous êtes jaloux. Jaloux de quoi? On jalouse quoi à Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Bassirou Diomaye Diakhar Faye continue à manger comme moi le riz avec la sauce d'arachide. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans, dans son riz et sa sauce d'arachide, que je n'ai pas dans le mien? Dans son riz et sa sauce d'arachide, il peut y avoir le poisson. Dans le mien, oui. Dans son riz et sa sauce d'arachide, il peut y avoir du poulet. Dans le mien, oui. Dans son riz et sa sauce d'arachide, il peut y avoir le bœuf. Dans le mien, oui. Et comme moi, je ne suis pas musulman, il peut même y avoir du porc. Dans le mien. Dans le sien, non. Mais vous pensez que quand quelqu'un est président de la République, là, qu'est-ce qu'il fait? Il mange quoi? Il porte quel habit? Il s'assoit avec quelle fesse dans la voiture pour que on soit jaloux de lui? Est-ce que vous pensez que pour réussir sa vie, il faut forcément être président de la République? Non. Je ne suis pas jaloux de mon jeune frère, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Franchement, j'aimerais tant que ce monsieur se mette authentiquement à servir le peuple sénégalais, le peuple africain. Je ne suis pas jaloux de mon jeune frère Ousmane Sonko. Je ne veux pas sa place. Je ne serai jamais Premier ministre sénégalais. Ça ne fait pas partie de mes rêves. Même les accidents de ma vie ne me conduiront jamais à une telle fonction. Donc, je suis jaloux de lui. Comment? Pourquoi? Lui et moi, on se concurrence. À quel niveau? Je constate que ces gens-là ont une attitude de laxisme envers les ennemis de l'Afrique. Et c'est ce que je dis. Regardez depuis le temps que Serge Daniel Gbagbo Oundada ment à partir de Dakar. Regardez le service qu'il rend aux terroristes pour faire connaître leurs opinions.
et pour monter en épingle leur rare succès. Regardez le travail de Bobo Oudada, comparé au travail de Wassim Nasr. Regardez comment ils sont nuisibles à l'opinion internationale sur l'Afrique. Est-ce qu'un pays, frère, peut permettre à un média qui ment abondamment sur son pays voisin de prospérer sur son sol? Non. Ce n'est pas de la fraternité. Ce n'est pas de la fraternité. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Bon, vous allez voir ce que ces gens-là sont capables de dire. L'intérêt de l'exercice auquel nous allons nous adonner, c'est qu'eux, ils parlent de temps en temps, je les stoppe et je montre que c'est faux. Parce que dans l'Afrique, là, tous les pays n'ont pas coupé TV5, France 24, etc. Donc certains écoutent ça et peuvent croire. En France, ici, on écoute ces gens-là. En Europe, on les écoute. En Amérique, on les écoute. Donc c'est très dangereux de les laisser sans les contredire. Bobo Oudada et Normand ont menti sur le Mali pendant 7 minutes, avec l'approbation d'une journaliste complètement fanatisée par leurs mensonges. En tout cas, complètement, pour ainsi dire, complaisante envers leurs mensonges, qui ne leur a opposé aucune objection. Ils étaient chargés de dérouler le narratif mensonger sur la bataille du peuple africain du Mali pour sa souveraineté. Alors, je vais à présent vous faire écouter. Soyez courageux parce que ce que vous allez entendre fait mal au cœur. Soyez forts. On leur donne la parole. 5 ans après le coup d'État au Mali qui a porté les militaires au pouvoir en renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta puis le président de transition Bandaou qu'ils avaient installé au pouvoir, il n'y a toujours pas d'élection en vue. Dans le pays, les problèmes d'insécurité persistent avec une menace djihadiste toujours présente. Quel bilan peut-on dresser? La junte au pouvoir dit... J'arrête d'abord la journaliste. Elle parle de menace djihadiste. Il n'y a pas de menace djihadiste au Mali. Il n'y a pas de djihadisme au Mali. Le concept de djihadiste a été fabriqué par les officines de l'OTAN, les officines du néocolonialisme français pour camoufler la déstabilisation intentionnelle de l'Afrique à travers le saccage de la Libye. L'Afrique n'est pas victime du djihadisme, elle est victime de l'impérial terrorisme. Nous avons introduit dans les sciences politiques africaines le concept d'impérial terrorisme pour battre en brèche ce narratif mensonger. Le mot djihad appartient à la théologie musulmane et il correspond au combat contre le péché, au combat contre le mal, auquel doit se livrer tout être humain qui considère qu'il n'y a de Dieu que Dieu. On ne peut pas salir le mot djihad en l'enfermant dans le concept de violence terroriste. Il s'agit d'une mystification. Il s'agit d'une salissure intentionnellement déversée sur la religion musulmane par les impérialistes, les néocolonialistes, qui sont en réalité les vrais propriétaires d'Al-Qaïda et de l'État islamique. On continue. Dirigée par Assimi Goïta, a-t-elle tenu ses promesses? Pour en parler, elle dit la junte dirigée par Assimi Goïta. Nous répondons que la 5e République française a été fondée par la junte dirigée par De Gaulle. Et que le mot junte n'est pas nécessairement péjoratif, car ce mot désigne un groupe de militaires au service des intérêts de leur peuple. Le président Assimi Goïta et ses compagnons ont perpétré un coup d'État révolutionnaire, pas un coup d'État néocolonialiste et impérialiste. Ils sont au service du peuple malien. Leur coup d'État était le bienvenu. Si c'était à refaire, ils devraient le faire. Et partout où il y a des régimes fantoches, des régimes néocolonialistes, des régimes tenus par des ennemis de l'Afrique, les coups d'État révolutionnaires sont légitimes. Ce qui est illégitime, ce sont les coups d'État néocolonialistes, comme celui que le général de brigade Abbas Dambélé et la générale de brigade Nema Sagara voulaient essayer. C'est ce que nous ne voulons pas en Afrique. Parce que ce sont des coups d'État au service d'intérêts étrangers à l'Afrique. C'est pour ça que dans ce coup d'État, l'un des cerveaux, nommément cité par le gouvernement malien, est un officier français. À savoir M. Yann Christian Bernard, eh bien, Vézolier. Son nom ne me reste même pas parfaitement en tête. Vous comprenez? On continue à écouter. Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, est avec nous. Également avec nous depuis Dakar, Serge Daniel, notre correspondant dans la région, spécialiste du Mali. Bonjour à tous les deux. Alors, Serge Daniel n'est pas spécialiste du Mali, c'est un ennemi du Mali. C'est un gros mythomane sur le Mali. C'est un menteur sur le Mali. Et c'est quelqu'un qui est indigne de ses origines africaines. C'est un ennemi de l'Afrique. Son travail de journaliste est le pire des services que quelqu'un qui a son niveau de formation, qui est sorti de l'une des plus prestigieuses écoles de journalisme de France, l'école supérieure de journalisme de Lille, puisse rendre. Son travail n'est pas professionnel.
il fait un travail de sape propagandiste idéologique, un travail de mensonge, de contrefaçon de faits. Serge Daniel est juste un agent, c'est un mercenaire de presse. Ce n'est pas un journaliste. C'est quelqu'un qui crache sur ses diplômes de journaliste, dans sa manière de travailler en Afrique. Nicolas Normand, le report des élections présidentielles initialement prévues en 2024 suscite des inquiétudes. Est-ce qu'il y a un risque réel d'enlisement de la transition? Ça suscite des inquiétudes chez qui? Est-ce que les Maliens se sont plaints? Est-ce que les Maliens se sont mobilisés pour dénoncer le report des élections présidentielles et la prolongation de la transition? Non. Nous autres, nous vivons régulièrement au Mali. Nous voyons les Maliennes et les Maliens vivre. L'écrasante majorité des Maliens soutient la prolongation de la transition. Il y a eu des sondages scientifiques qui ont été faits au Mali par des institutions occidentales comme la fédération, la fondation Friedrich Ebert Stiftung. On appelle ce sondage-là le Malimètre. Il est fait chaque année. Et en 2025, en 2024, en 2023, en 2022, le sondage de la Friedrich Ebert Stiftung a indiqué l'adhésion massive de la population malienne au gouvernement du président Assimi Goïta. Souligner l'adhésion massive aux forces armées maliennes, les FAMA, et indiquer que l'institution la plus aimée des Maliens, ce sont les FAMA et la présidence de la République du président Assimi Goïta. Ça, ce sont des sondages occidentaux, neutres, qui ont été réalisés sur tout le territoire malien par une fondation allemande. Donc, cette journaliste ment. Les prémices de l'émission sont fausses. Ce n'est pas une émission d'information ou d'analyse concrète, c'est une émission de désinformation. C'est une émission d'intoxication qui vient de commencer. Et c'est comme ça qu'il faut les contredire. Ils parlent, ils mentent, on les arrête, on dit c'est faux. Transition. Alors, la transition n'est plus une transition puisqu'il n'y a plus d'élections en vue. Au départ, ils s'étaient engagés, effectivement. Nicolas Normand vient de mentir. Il y aura des élections à la fin de la transition. C'est ce qui a été dit au Mali. Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, ment. La suite. Organiser des élections dans un délai rapproché. Mais aujourd'hui, le président Assimi Goïta a fait valoir, par son propre parlement qu'il a désigné, qu'il n'y aurait pas d'élection et qu'il resterait sans limite pour l'instant au pouvoir. L'expression française « sans limite pour l'instant » n'a pas de sens. Si c'est sans limite, ça ne peut pas être pour l'instant. Ça, c'est un oxymoron en français. Monsieur Normand devrait revoir ses notions de logique. Si le pouvoir est sans limite, il n'est pas pour l'instant. Il n'est pas pour l'instant. Or, le président Assimi Goïta est toujours président de la transition. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? C'est un pouvoir encadré et limité dans le temps. Ce n'est pas un pouvoir sans limite. Nicolas Normand ment et il parle mal français. Et il n'y a pas de pouvoir sans limite pour l'instant. Ça n'existe pas en français et en logique. L'instant étant du temps court, un pouvoir pour l'instant ne peut pas être sans limite. Nicolas Normand, allez revoir vos notions de chronométrie et de chronologie. La junte ne pourra finir probablement que par un nouveau coup d'État. Nicolas Normand vient de dire que la junte ne pourra finir probablement que par un nouveau coup d'État. Donc il annonce, lui, ancien ambassadeur de France au Mali, que le régime du président Assimi Goïta va finir dans un coup d'État. Ce qui révèle les plans néocolonialistes français. Comment M. Normand, qui ne détient pas une boule de cristal, peut-il être certain que le régime du président Assimi Goïta va finir par un coup d'État s'il n'est pas au courant des préparatifs? Oui! Voilà comment ils se trahissent tout seuls. Il dit que le régime du président Assimi Goïta finira par un coup d'État. Nicolas Normand, vous n'avez pas de boule de cristal pour dire que le président Assimi Goïta ne finira pas le temps de la transition et que des élections ne seront pas organisées. Mais vous dites que ça va finir par un coup d'État parce que vous êtes au courant des préparatifs de coup d'État, comme celui qui vient d'être raté en début août 2025. Vous voyez comment il parle? Quand il parle, on les suit et on les prend la main dans le sac. La suite. On ne voit pas autrement. Serge Daniel, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Vous avez entendu la question de la journaliste? Elle était au courant que c'est ce que Normand allait dire. Oui, c'est un business où tout le monde est au courant de ce que chacun va dire. Jamais elle lui dit, mais monsieur Normand, d'où vous vient cette certitude que le pouvoir
du président Assimi Goïta va finir par un coup d'État. Monsieur Normand, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les données en votre possession en ce sens? Seriez-vous dans le secret des dieux pour savoir comment le régime du président Assimi Goïta finira? Parce que nous avons eu en France la 5e République qui a été fondée par la junte du général de Gaulle. Elle n'a pas fini par un coup d'État. De Gaulle a démissionné lui-même en 1969 quand il a été désavoué lors du référendum par les Français. Et De Gaulle est allé tranquillement mourir et être enterré à Colombey, les 2 églises, où il repose à tout jamais. Pourtant, il était arrivé ici par coup d'État. En 1944-45. C'est par coup d'État qu'il a pris le pouvoir. Mais est-ce qu'il a fini le pouvoir par coup d'État? Non. Donc, si M. Normand était interrogé en 1944, voyant De Gaulle arriver en renversant Vichy, en chassant les nazis grâce aux troupes africaines, russes, et anglaises et américaines, Nicolas Normand aura dit « De Gaulle va finir par un coup d'État ». Certes, De Gaulle connaîtra le coup d'État du Petit Clamart, l'attentat du Petit Clamart, mais ça l'a loupé. Et Assimi Goïta, lui aussi, a connu des coups d'État, mais ça l'a loupé. Et pourquoi Assimi Goïta n'aurait-il pas une fin de carrière politique aussi calme et apaisée que celle du général de Gaulle? C'est parce que M. Normand, quant à lui, croit savoir. Oui, il croit savoir. C'est un ancien ambassadeur de France au Mali, c'est un diplomate, certes, maintenant à la retraite, mais il a ses informations. Et il sait que les officines sont au travail pour renverser Assimi Goïta par coup d'État. Voilà pourquoi il dit, c'est comme ça que ça va se passer. C'est un renseignement énorme. J'avais déjà prévenu les dirigeants ouest-africains de l'AES qu'il faut qu'ils prévoient un projet de coup d'État au moins par jour. Parfois même 10 projets par jour. Parce que là où ils ont secoué le cocotier de la France-Afrique, ils n'auront jamais de répit. Je l'avais dit, Nicolas Normand vient de le confirmer. Écoutons maintenant Serge Daniel Bobo Hundada dans ses œuvres. Astaghfirullah. Donc, en partie, le véritable problème, c'est que la junte ne donne pas l'impression de vouloir partir. Ça, alors, de sa voix grenouillante, traditionnellement connue, le hibou de Dakar entre en scène. La junte ne donne pas l'impression de vouloir partir. Mais est-ce que Serge Daniel est capable de parler comme ça du régime du président Macron qui a envisagé de modifier la Constitution pour faire un 3e mandat? Serge Daniel est-il capable de dire que Emmanuel Macron, qui cherche à devenir le président de l'Europe, qui a déjà envoyé certains de ses lieutenants dire qu'il faut modifier la Constitution pour qu'il fasse un 3e mandat, qui a déjà dit que c'est une stupidité, qui a déjà fait dire que c'est une stupidité, cette limitation des mandats dans la Constitution. Pourquoi Serge Daniel n'en parle pas? C'est sur le Mali qu'il est fort. Mais ici en France, il y a des tentations de pouvoir indéfini. Il y a des tentations de prendre l'Europe à la hussarde pour se maintenir au pouvoir après 2027. Lui, Serge Daniel, est-ce qu'il peut en parler comme cela? Voici un Africain d'origine qui est formé au mépris des siens. Et regardez la faconde avec laquelle il grenouille. Regardez comment il grenouille, celui-là. C'est évident. Quand ils sont arrivés, ils se sont dit, bon, nous sommes là pour 2 ans, 3 ans maximum, mais ils sont quand même restés 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, mais ils peuvent rester encore 5 ans. De Gaulle est resté combien d'années? Combien d'années De Gaulle est resté? Il a fait une transition de combien d'années? Quand il est arrivé en 44-45, il est parti quand? Il n'est pas revenu pour rester au pouvoir jusqu'en 1969. Additionner toutes les années où De Gaulle a été au pouvoir. Par coup d'État et par la suite par élection. Ça fait combien d'années? Ça choque Serge Daniel Bobo Hundada? Il peut parler des années de pouvoir de Napoléon? Est-ce qu'il peut parler des années de pouvoir des rois de France? Ils sont restés au pouvoir combien d'années? Certains en parlent toujours pourtant avec beaucoup de prestige. Le roi de France, Louis XIV, etc. Combien de temps ils faisaient au pouvoir ces gens-là? Discutons-en un peu pour vous rendre compte que nous ne sommes pas dans une république où les choses se sont toujours passées parfaitement. 5 ans, 2 fois si c'est nécessaire, tant que la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. Or, ils affirment qu'ils ont quand même pu vaincre le terrorisme en grande partie. Donc, ils sont en train de jouer, on peut le dire, les prolongations. Alors, ils parlent du terrorisme sans être capable de nous dire exactement d'où vient le terrorisme. Serge Daniel. Le terrorisme a été installé en Afrique par le saccage de la Libye par l'OTAN. Et qui était à la baguette? Les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy et la Grande-Bretagne de David Cameron. Donc ce sont les grandes puissances occidentales qui sont coupables de l'invasion terroriste d'Al-Qaïda et l'État islamique, 2 organisations terroristes qu'ils ont par ailleurs créées. Pour l'État islamique, Donald Trump nous a dit que c'est l'administration Obama qui l'a créé. Pour Al-Qaïda, on sait très facilement que ça a été créé dans les années 80 pour combattre les soviétiques
en Afghanistan. Donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos propres turpitudes. Vous voulez un changement politique rapide au Mali, mais vous attaquez le Mali à travers vos suppôts d'Al-Qaïda et l'État islamique. Vous voulez gagner sur tous les tableaux. Vous gagnez en attaquant et vous voulez gagner en imposant des valets à Bamako. Les Maliens ont vu dedans et ont confié le pouvoir à la transition. Et depuis lors, les larmes ne font que couler. Les larmes ne font que couler dans les colonnes de la France-Afrique. Maintenant, on va redonner la parole à Nicolas Normand qui va recommencer à mentir. Nicolas Normand, le Mali a officiellement quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au début de l'année avec le Niger et le Burkina Faso. La rupture est-elle consommée avec les institutions régionales? Est-ce que le Mali est en train de s'isoler? Vous voyez, la journaliste pose une question qui entretient l'ignorance du public. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel, qui est aujourd'hui l'organisation internationale la plus admirée des Africains, qui fait la fierté des Africains de tous les continents. Ils ne parlent pas de l'Alliance des États du Sahel, ils nous parlent de la moribonde CEDEAO, qui ne sert à rien et qui est sous la botte du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Vous voyez comment cette journaliste-là ne fait pas son travail? La question est déjà en réalité une manière d'entretenir l'ignorance dans l'opinion. Le Mali n'est pas seul. Le Burkina Faso n'est pas seul. Le Niger n'est pas seul. Ils ont créé la Confédération d'Alliance des États du Sahel, qui est aujourd'hui la plus puissante alliance politique d'Afrique subsaharienne. Elle n'est pas capable de dire ça, la journaliste, parce qu'elle est chargée de faire ignorer cela aux Françaises et aux Français, aux Européennes, aux Européens, aux Occidentaux, au monde entier. Mais heureusement que nous sommes là pour lui dire, non madame, de la CEDEAO, désormais, les Africains se fichent comme de l'an 40. La CEDEAO, c'est une organisation brinque-ballante, moribonde. C'est une organisation vomie, honnie, détestée. C'est une organisation rejetée par les Africains. Quand vous dites CEDEAO, les Africains ressentent une montée en nausée. Oui! On n'aime pas la CEDEAO. Le nom CEDEAO même est un nom anxiogène. C'est un nom qui provoque des céphalées. Il est céphalogène. Oui! C'est un nom stressant. Si tu veux énerver un Africain, dis CEDEAO. Dis seulement ça. Chante même seulement CEDEAO. Déjà, le visage d'un Africain éveillé se crispe. Voilà la vérité. Écoutons donc Nicolas Normand. Le Mali s'est isolé parce que son alliance avec le Burkina Il dit que le Mali s'est isolé. Vous voyez? Faso et le Niger fait que ces trois pays ensemble se sont isolés en se coupant de l'organisation régionale qui n'avait aucune hostilité en réalité contre. Nicolas Normand est un menteur. La CEDEAO a réuni plusieurs fois ses états-majors pour tenter d'attaquer militairement le Niger. C'est quand l'alliance entre le Niger, le Mali et le Burkina a été formée que la CEDEAO a reculé. Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, est un menteur. Car tout le monde a vu Alassane Dramane Ouattara, l'actuel satrape néocolonisé de Côte d'Ivoire, se lever et dire qu'il allait attaquer militairement au nom de la CEDEAO le Niger. Il a même donné le nombre d'hommes qui entreraient en guerre contre le Niger, un bataillon de 1500. Vous vous en souvenez ou pas? J'ai pas besoin de vous rappeler ça, non? Il dit quoi? Réécoutons-le. Écoutons ce menteur de Nicolas Normand. Écoutons. Le Niger fait que ces trois pays ensemble se sont isolés en se coupant de l'organisation régionale qui n'avait aucune hostilité en réalité contre. Mais quelle est l'organisation qui a imposé au Mali le 9 février 2022, non, le 9 janvier 2022, des sanctions illégales, inhumaines, criminelles? Quelle est l'organisation qui a fait ça? C'est pas la CEDEAO, sous les ordres de la France? Vous voyez comment quelqu'un qui dit qu'il était ambassadeur de la France au Mali, vous voyez comment il est en train de mentir sur TV5? Les Français sous-informés le croient. Et lui-même croit en son mensonge parce que la journaliste ne lui dit à aucun moment, mais il y a quand même eu les sanctions de la CEDEAO. Il y a eu quand même les menaces d'attaque militaire de la CEDEAO. La journaliste fait semblant de ne pas être au courant. Est-ce que vous voyez comment la nullité est consacrée aujourd'hui en France? Ça ne fait pas pitié ça pour un pays, avoir des journalistes qu'il a pourtant bien formés et qui, aujourd'hui, sont chargés de le tromper. C'est pas triste pour un pays, ça? C'est ça l'effondrement d'un pays. Quand sa presse publique est tellement inféodée qu'elle produit des navets en guise d'éléments de presse, c'est que le pays est en train de s'effondrer. Comme le dirait Chinua Achebe, things fall apart.
entre eux et qui souhaitent que le Mali revienne dans la CEDEAO, l'organisation régionale. Ils se sont également isolés de tous leurs partenaires occidentaux et de l'ONU lui-même, puisqu'ils ont chassé... Alors, ils se sont isolés de leurs partenaires occidentaux. Mais c'est l'OTAN qui a attaqué la Libye. C'est l'OTAN qui a déstabilisé le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi voulez-vous que le Mali combatte les terroristes de l'OTAN en s'appuyant sur l'OTAN? Oui, Nicolas Normand, c'est fini ça, vos petits arguments la petite semaine. On sait qui a déstabilisé. Le président Emmanuel Macron a dit ceci dans le Figaro de juin 2017. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Ça, c'est ce qu'a dit le président Macron en 2017, reconnaissant la responsabilité française dans la déstabilisation du Sahel. Pourquoi voulez-vous que des États qui doivent combattre des terroristes, qui ont été armés par l'OTAN, s'appuient sur l'OTAN pour combattre les suppôts de l'OTAN? Nicolas Normand, vous avez oublié que l'armée française a empêché l'armée malienne de reconquérir Kidal en 2013-2014? Qu'Assimi Goïta, à la tête des troupes spéciales maliennes, a été désarmé par l'armée française aux portes de Kidal. L'armée française protégeant les terroristes, protégeant les sécessionnistes, les rebelles, contre l'armée nationale d'un pays supposément souverain. Vous avez oublié cela? Où est le journalisme français cultivé, documenté et courageux? Où sont passés les grands journalistes de la France des heures, eh bien, admirables, qui étaient capables de faire objection à ce genre d'invités qui répandent l'ignorance, qui répandent les ténèbres? Où sont passés les journalistes en France? Oh pitié, oh pitrerie, oh misère de la France. La force de l'ONU, ils ont chassé les forces françaises, ils ont chassé à peu près tous les pays occidentaux qui étaient actifs chez eux, notamment à travers les ONG qui ne sont pratiquement plus présentes sur place. Voici quelqu'un qui dit que tous ceux qui étaient supposés le renseigner sur ce qui se passe au Mali n'y sont plus. Pourtant, il parle du Mali comme s'il le maîtrisait. Qui le renseigne alors? ONU, dehors. Force occidentale, dehors. ONG occidentale, dehors. Comment vous faites alors pour parler du Mali comme si vous y alliez tous les jours? Vous voyez des gros menteurs comme ça. Il avoue qu'il n'a aucune source directe sur le terrain. Et en même temps, il parle comme s'il était sur le terrain. Vous voyez les gens? Ça fait pitié. La suite. Donc il y a un clair isolement, sauf évidemment avec la Russie. Il y a une nouvelle alliance avec la Russie, une alliance essentiellement militaire, puisqu'il y a des mercenaires qu'il faut payer, qui sont russes. La Russie est un État. L'alliance entre le Mali et la Russie est une alliance d'État à État. Les militaires russes qui opèrent au Mali sont des militaires envoyés par l'État de la Fédération de Russie. Nicolas Normand est un menteur. Sur place, et il y a un accord donc avec les autorités de Moscou. Vous parlez de la présence russe, la menace djihadiste est toujours présente, même si les autorités... Madame la journaliste, il n'y a pas de djihadistes chez nous au Mali, au Sahel. Il y a des mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Écrivez ça. C'est des mercenaires du néocolonialisme et de l'impérialisme. Il n'y a pas de djihadisme, il n'y a pas de guerre religieuse chez nous au Sahel. Ce sont des bandits payés par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales pour déstabiliser l'Afrique et continuer à la piller. Voler son uranium, son or, son manganèse, son coltan, etc. C'est pour cela qu'ils sont là. Ceux qui leur donnent des armes, de l'argent, ceux qui leur donnent des munitions et même de la drogue, sont simplement des gens qui veulent que l'Afrique soit affaiblie pour qu'ils continuent à la piller comme depuis 600 ans. Écrivez ça. Le concept de djihadisme, on le fout à la poubelle en Afrique. Les Maliennes assurent que les opérations menées par les forces russes, notamment Wagner, sont efficaces. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elles ne sont pas du tout efficaces parce que les statistiques... Voilà quelqu'un qui dit qu'elles ne sont pas du tout efficaces. Ils ont été incapables de vaincre la Russie en Ukraine. Ils ont donné toutes les armes possibles à l'Ukraine. La Russie est en train d'avancer vers Kiev. Voilà quelqu'un qui dit qu'elles ne sont pas efficaces. L'alliance avec la Russie a permis de reconquérir le nord du Mali, la ville de Kidal. En ont été délogés tous les terroristes, soutenus par les puissances impérialistes et néocolonialistes occidentales et moyen-orientales. Ils parlent de quoi? Nous avons vu les terroristes se faire écraser ces 3 dernières années au Mali comme jamais auparavant. L'impact du terrorisme au Mali a reculé. Ce sont les derniers barreaux d'honneur
des derniers groupuscules terroristes surarmés qui se déroulent. Le Mali avait été métastasé sous la MINUSMA et sous la présence de Barkhane par les groupes terroristes contre lesquels ni Barkhane ni la MINUSMA ne combattaient. Aujourd'hui, la dynamique a changé. C'est l'armée malienne qui est la force suprême sur le territoire malien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et celui qui parle est un visiteur assidu du Mali. Ça n'a rien à voir avec Bobo Oundada, le hibou de Dakar, ou M. Normand, un ancien ambassadeur complètement déphasé, coupé de la réalité africaine. Montre qu'il y a une aggravation des attentats terroristes ou djihadistes au Mali et encore plus au Burkina Faso et au Niger. Depuis le départ de Barkhane, c'est vrai que les forces françaises n'avaient pas résolu le problème, que le problème était déjà croissant mais lentement, et là il y a eu quand même une augmentation sensible des attentats terroristes. Le Burkina Faso, par exemple... Regardez-moi quelqu'un, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'à Bamako, il y a eu un attentat terroriste qui est frappé aussi fort que celui qui a frappé, par exemple, les États-Unis le 11 septembre 2001? Oui, il faut comparer. Est-ce qu'à Bamako, là, il y a eu un attentat terroriste comparable à celui qui a frappé la France le 13 novembre 2015? Est-ce qu'il y en a eu un comme ça? Mais non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais voici des gens qui ont des attentats terroristes sur leur propre sol, qui ont frappé Londres, qui ont frappé l'Espagne, qui ont frappé la France, qui ont frappé les États-Unis. Au lieu de décrire l'ampleur des attentats qui les ont frappés, ils veulent présenter le Mali comme le seul pays où le terrorisme frappe. Le terrorisme a frappé à Paris. Oui ou non? On était ici à Paris, ici, le 13 septembre 2015, quand le terrorisme a frappé. Plus de 130 personnes tuées au Bataclan. Et l'un des chefs de l'organisation qui a tué au Bataclan a été reçu le 7 mai 2025 sur tapis rouge à l'Élysée. Monsieur Normand, de quoi vous parlez? Est-ce qu'il y a un pays de cette planète qui soit à l'abri du terrorisme? Le plus grand pays de l'Occident, les États-Unis, a été douloureusement frappé par le terrorisme. Majestueusement, terriblement frappé par le terrorisme. Un attentat dont l'ampleur n'est même pas comparable à tous les attentats qui ont eu lieu au Mali, dans les villes maliennes. Vous ne parlez jamais de ça. Vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Londres, ce qui se passe en Espagne, ce qui s'est passé à Paris, avec ces terroristes. Même à Berlin, ils ont attaqué. Ils ont attaqué à Nice, sur la promenade des Anglais, tué des personnes en France. Vous ne voulez pas en parler? Ce sont des attentats terroristes. Qui est à l'abri du terrorisme sur cette terre? On peut combattre les terroristes, mais on ne pourra jamais mettre fin au terrorisme. Car l'usage du terrorisme est récurrent dans les sociétés humaines. Vous pouvez combattre les groupes terroristes, vous pouvez même abolir les groupes terroristes. Mais vous ne pourrez jamais complètement abolir le terrorisme, c'est-à-dire l'usage de la terreur à des fins commerciales, économiques, politiques, idéologiques ou religieuses. C'est un phénomène qui est lié à la barbarie ontologique de l'animal humain. Personne ne peut dire « j'abolis le terrorisme ». On peut mettre fin aux groupes terroristes, on peut supprimer les terroristes, mais on ne pourra jamais entièrement effacer le recours au terrorisme parmi les groupes humains. Car c'est quoi la colonisation? Mais c'est du terrorisme. C'est quoi la traite négrière? C'est du terrorisme. Qu'est-ce que c'est que les génocides, les déportations, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, etc. Les coups d'État instrumentaux de la France-Afrique, qu'est-ce que c'est? C'est du terrorisme. L'Afrique n'est pas sous la terreur seulement depuis 2010, 2011, 2012, etc. C'est une terreur de 6 siècles là, au moins que nous affrontons. La terreur de la domination occidentale, de la domination moyen-orientale, c'est elle qui se poursuit à travers Al-Qaïda et l'État islamique. Nous savons à quoi nous avons affaire, monsieur. Un voisin est le premier pays du monde en nombre d'attentats terroristes et le Mali n'est pas loin derrière. Donc vous voyez comment ils essayent de peindre le Mali. Ils essayent de peindre le Mali comme un pays complètement ensanglanté. Et vous ne pouvez pas comprendre cela si vous n'écoutez pas ce qu'avait dit M. Cambon. Je vais aller vous chercher les propos de Christian Cambon qui va vous permettre de comprendre pourquoi M. Normand veut présenter le Mali comme un pays qui vole en 1000 éclats. Pourquoi ils en ont besoin? Christian Cambon. Le sénateur Christian Cambon était à l'époque président de la commission de défense de la France au Sénat. Et vous allez entendre ce qu'il a promis au Mali. Qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà,
Monsieur Cambon. On va parler de ce qui se passe au Sahel. Dégradation des relations entre Écoutez. Paris et Bamako. L'état-major français a publié des vidéos montrant des paramilitaires russes de la milice Wagner en train d'enterrer des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation sur place et des conséquences sur les soldats français encore présents dans cette zone? Alors, je suis évidemment tout à fait inquiet de ce qui se passe parce que l'actualité ukrainienne a passé un petit peu sous silence ce qui se passe au Sahel, alors que les risques de conflit et de déstabilisation de ce continent, enfin de ce pays bien sûr et de ce continent continuent. Ce qui se passe est tout à fait clair. Donc vous écoutez Christian Cambon, il était à l'époque président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Il ne reconnaît pas que c'est l'Occident qui a déstabilisé le Mali. Hein. Il se comporte comme si les Maliens s'étaient mélangés tout seuls. Comme si ce sont les Maliens qui avaient attaqué la Libye, qui avaient bombardé la Libye, qui avaient assassiné Kadhafi pour lui prendre 50 millions et financer leur campagne présidentielle. Comme si ce sont les Maliens qui avaient créé Al-Qaïda et l'État islamique pour s'attaquer eux-mêmes. Vous voyez comment il parle? C'est un responsable français de premier plan. Mais il va prononcer une phrase qui vous explique l'esprit de Nicolas Normand. Un esprit de vengeance, une vengeance déplacée et injustifiée. Écoutez. La junte issue du coup d'État a dénoncé le 2 mai... La junte issue du coup d'État. Toujours ce mépris. Oubliant que la Ve République est née d'une junte. La junte de De Gaulle. Écoutez. La totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides, qui... Ce qu'il appelle accords militaires très anciens et très solides, ce sont les accords néocolonialistes de la pseudo-décolonisation française. Des accords iniques, asymétriques, au profit de la France et au détriment des pays africains. Les accords de la France-Afrique. C'est ce qui plaît à M. Cambon. Très à l'aise dans un néocolonialisme décomplexé. La suite. Unissait le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takuba, c'est-à-dire c'est le départ des différents contingents européens qui nous... Mais Takuba ne servait à rien qu'à nuire au Mali, puisque Takuba ne combattait pas les terroristes, ni Barkhane. Sous Takuba et sous Barkhane, le terrorisme a métastasé partout au Mali, partout dans le Sahel. C'était des forces de stabilisation de l'instabilité, non pas de lutte contre elles. Mais allons vers la phrase qu'il va dire, qui vous renseigne sur l'état de Nicolas Normand, sa mentalité. L'accompagnait dans cette affaire. Et donc, on est en difficulté parce que d'abord, cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides, du genre la France... Non, lui, il traite les Maliens qui ont rompu les accords de stupides, ce qui renvoie toujours au préjugé de la supériorité intellectuelle des héritiers des colons, des héritiers des négriers et des néocolons sur les Africains. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sur le terrain malien, il n'est pas plus intelligent qu'Assimi Goïta et ses compagnons. Lui, Christian Cambon. Si on l'envoie au Mali, il ne peut pas faire mieux qu'Assimi Goïta. Et c'est ce qu'il faut leur apprendre. Nous n'avons pas besoin d'une greffe d'intelligence. Eh bien, des dirigeants néocolonialistes français pour être intelligents. Nous sommes des peuples anciens. Nous étions au monde avant que la France n'existe. Nous, civilisation africaine. Il faut leur apprendre ça. À utiliser l'espace aérien du Mali sans prévenir, enfin tout ça est absolument invraisemblable. Voilà des gens qui pensent qu'ils pouvaient continuer à se promener comme ça sur le ciel des pays africains sans autorisation, voler sans transpondeur. Ils pouvaient traverser n'importe quel pays africain sans autorisation. On se contenterait de conseiller. Ah oui, tiens, ce sont les Français, il n'y a pas de problème. C'est terminé. Voilà pourquoi il gêne. Mais il va prononcer une phrase fatale. Écoutez. Et en plus, on se sert une nouvelle fois des milices Wagner, quand même pilotées par la Russie. Alors, donc, il nous parle des milices Wagner, donc la société militaire privée russe. Une seule, dont on a parlé en Afrique, et qui maintenant a fait place à ce qu'on appelle Africa Corps, etc. Mais bon, les sociétés militaires françaises, il y en a des dizaines, voire des centaines qui ont existé. Des sociétés militaires américaines, britanniques, canadiennes, il y en a des dizaines, des trentaines, voire des centaines qui ont existé. Christian Cambon ne s'en offusque pas. Alors il est normal qu'il y ait des mercenaires occidentaux en Afrique. Et quand il y a des mercenaires russes, c'est un problème. Pourtant, les Africains ne se plaignent pas de la Russie, elle ne les a pas colonisés. La Russie n'a pas réduit les Africains en esclavage. Hein? La Russie n'a pas imposé sa monnaie aux Africains. Elle n'a pas imposé un franc CFA aux Africains. Elle n'a pas imposé sa langue aux Africains, la Russie. Pourquoi voulez-vous la diaboliser? Pour les Africains, elle n'a pas le même statut que ceux qui portent le sang des innocents africains pour lesquels il n'y a jamais eu de procès ni de condamnation.
qui a tenté un coup en essayant de monter un faux charnier, des malheureux qui sont morts, et ils ont tenté d'enterrer ces gens comme si c'était les forces françaises qui avaient exécuté des gens. Par chance, nous avons quand même un certain nombre de satellites qui circulent dans le coin et qui ont pu... Vous voyez, Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat à l'époque, on était il y a 3 ans, il affirme tranquillement comme ça que les satellites français se promènent sur le ciel du Mali pour filmer les sites stratégiques maliens. Qui accepterait l'inverse, la réciproque? Qui accepterait que des satellites africains viennent filmer les sites stratégiques français et s'en vanter à la télévision? Personne. Mais ça leur paraît normal comme ça, de parler des affaires de sécurité et de défense de l'Afrique avec autant de mépris. Ça leur paraît vraiment quelque chose de tout à fait banal. Christian Cambon en parle comme si, franchement, il ne faisait même pas scandale. Ça l'étonne même pas. Il n'est même pas choqué de ne pas être choqué, de dire ce qu'il dit là. Vous voyez? Voilà la mentalité qui anime cette élite. Excusez-moi, je suis juste en train de bien recharger une machine. Voilà. Je suis en train de bien recharger une machine qui commençait à se décharger. Excusez-moi. Alors, très bien. Monsieur Cambon, continuez. On va vers la phrase qui nous intéresse. Monter cette manœuvre grossière. Mais ça montre bien, là encore, à quel niveau nous en sommes. Il n'y a plus de respect de règles internationales. On voit maintenant des milices qui agissent pour le compte d'un certain nombre de gouvernements, et notamment celui-là. Voilà des gens qui respectent les règles internationales. Ils ont commercialisé les Africains. Ils n'ont jamais jugé, réparé, condamné ni réparé. Ils ont génocidé les Africains, ils ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des déportations. Ils ont perpétré plus de 100 coups d'État entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Rien de tout cela n'a été jugé. Et lui, il vient nous parler de règles internationales qu'il respecte. Ça fait pitié. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé. Voilà, on est arrivé à la phrase. On recommence. Allez-y, monsieur Cambon. Le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises, c'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises. Donc, il accuse le Mali. Il dit que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises. Je tiens à vous rappeler que l'armée malienne n'a pas tiré une balle. Il n'y a pas une seule cartouche qui a été tirée par l'armée malienne sur les troupes françaises. Pour que l'armée française se retire du Mali, il a suffi d'une déclaration officielle des autorités maliennes ordonnant à ces troupes de quitter leur sol dans un délai raisonnable. Ce retrait s'est fait pacifiquement. Mais pour M. Cambon, ils se sont séparés violemment des troupes françaises. Violemment, c'est de la violence. Leur demander de partir sans en blesser un seul, c'est de la violence. Parce qu'ils se considéraient en territoire conquis, ils se considéraient en propriété privée au Mali. Voilà ce qui vous permet de comprendre Nicolas Normand. Quand il parle du Mali, il lui faut noircir le tableau parce que, dans leur logique, on doit faire payer au Mali le fait d'avoir initié le délogement des troupes françaises du sol africain. Vous avez compris? Reprenons Nicolas Normand là où il s'était arrêté. On voit bien que la pression se resserre. Il y a eu des attentats à Bamako, autour de Bamako, dans différentes régions qui n'étaient... Donc vous voyez très bien que le plan néocolonialiste français contre le Mali consiste à attaquer la capitale, à renverser le pouvoir. Comme l'a dit Nicolas Normand, il faut absolument que Assimi Goïta, qui est venu par coup d'État, reparte par coup d'État. Et c'est cette stratégie de renversement des institutions maliennes que Nicolas Normand décrit actuellement. Pas touché auparavant. Donc, une grande partie des zones rurales du Mali sont hors contrôle désormais des autorités. Donc, dans la tête de Nicolas Normand, qui est assis à Paris en train de rêver, toutes les zones rurales du Mali sont hors contrôle des autorités. Ce sont donc les terroristes impérialistes au service de l'OTAN et du néocolonialisme français qui contrôle désormais la campagne malienne. Ça passe comme ça dans la tête de Nicolas Normand. Et il trompe les Français avec ce storytelling. Vous voyez? En fait, parce qu'il souhaite que c'est ce qui arrive. Il souhaite que le terrorisme envahisse le Mali et que le pouvoir panafricaniste révolutionnaire de Bamako tombe, afin que le Mali paye le fait d'avoir initié le délogement des troupes néocolonialistes françaises du sol africain. Vous comprenez le raisonnement? On est dans leur cerveau là. On se promène à vélo dans leur cerveau. Continuez, monsieur Normand, déployez tout le projet néocolonialiste contre le Mali. Les axes routiers sont devenus très dangereux. Donc la situation... Vous voyez, il décrit toute une stratégie. Les axes routiers sont devenus très dangereux, dit Nicolas Normand. C'est-à-dire que lui, ancien ambassadeur de France au Mali,
est très intéressé par le fait que désormais les Maliens ne pourront plus rouler sur leur route. Ils vont, les terroristes, occuper les villages, empêcher les paysans de vivre, et ils vont occuper les routes. Mais ça se passe dans sa tête à lui, à Paris. Parce que dans la réalité au Mali, ce sont les terroristes qui détalent et des routes et des villages. Ce sont les terroristes qui sont taillés en pièces. Ces 3 ou 4 dernières années, avec une efficacité jamais égalée, par aucune puissance, sur le sol malien. Nicolas Normand est un menteur. Il prend ses désirs pour des réalités. Les choses ne se passent pas comme ce menteur parisien les décrit. C'est faux, ce qu'il dit. D'accord? Celui qui le dit, c'est quelqu'un qui visite régulièrement le Mali. Tout n'est pas parfait au Mali. Le terrorisme n'a pas disparu au Mali. Mais les terroristes n'ont pas le pouvoir extraordinaire et exponentiel que la mythomanie de M. Normand leur prête. Il est en train de fabriquer un Mali imaginaire qui n'a rien à voir avec le Mali réel. Vous avez compris? La situation sécuritaire s'est aggravée malgré la présence des mercenaires russes, peut-être même en partie à cause de cette présence. Menteur. La situation sécuritaire au Mali est bien meilleure que sous la présence de l'armée française, de la MINUSMA et de toutes les troupes occidentales. Elle s'est amplement améliorée. Les autorités maliennes contrôlent administrativement tout leur territoire et combattent actuellement les poches et les groupuscules terro-impérialistes qui sont financés précisément par les puissances qui ont détruit la Libye pour déstabiliser toute l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée et au bassin du Congo. Parce que les mercenaires russes sont accusés de s'attaquer à la population civile. Faux! C'est vous qui accusez les mercenaires russes. Au Mali, on connaît les alliés russes des forces de défense et de sécurité. Il y a un accord de coopération militaire entre la République du Mali et la Fédération de Russie. C'est dans ce cadre que des alliés militaires, des instructeurs militaires sont aux côtés des forces armées maliennes, les FAMA. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'Angola combattait, l'UNITA combattait l'Afrique du Sud. Les Cubains et les Russes sont venus aux côtés du mouvement populaire de la libération de l'Angola, MPLA, pour bouter l'UNITA, bouter le FNLA, bouter l'Afrique du Sud en 1988 dans la célèbre bataille de Cuito-Cuanavale, grâce à laquelle Nelson Mandela devait sortir de prison en Afrique du Sud et tous les pays de la ligne de front recouvraient leur souveraineté totale. C'est cette bataille qui se déroule au Mali, et le Mali et ses alliés russes dominent. Ils dominent au Mali et l'Alliance des États du Sahel domine dans toute la Confédération. C'est la force militaire la plus importante sur place. Nicolas Normand ment. En particulier au Peul, sous prétexte qu'il serait... On retrouve ici le plan néocolonialiste français, instrumentaliser la communauté Peul, en la stigmatisant, en essayant de la présenter comme une communauté de terroristes. Et de l'autre côté, essayer de faire passer les autorités maliennes, les autorités de l'AES, comme étant des autorités génocidaires anti-Peul. Ça ne marche pas. Ça ne marche ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Les forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes, les forces de l'AES combattent les terroristes. Elles ne combattent pas les Peuls. Elles ne combattent pas les Touaregs. Il y a une seule ethnie qui est combattue au Sahel, c'est l'ethnie terro-impérialiste, c'est-à-dire les mercenaires financés par les grandes puissances otaniennes et moyen-orientales contre l'Afrique. Ce sont eux qui sont combattus. Si, quelle que soit votre ethnie, vous devenez terroriste, vous allez trouver sur votre chemin les forces armées maliennes, les forces de défense et de sécurité du Burkina, les forces armées nigériennes. Vous allez trouver l'armée de la Confédération sahélienne sur votre chemin. C'est toute la vérité qu'il y a là. Ce qui leur fait mal, c'est que les peuples et les armées sont unis contre les terroristes. Et que nos frères, Peul ou Touareg, ne se laissent plus tromper par cette arnaque qui consistait à les faire passer comme des cibles désignées de la lutte antiterroriste. Si tu es Bambara, tu es terroriste, les femmes t'attrapent en train de tuer, tu es mort. Si tu es Mossi et puis tu es terroriste, les FDS t'attrapent en train de tuer, tu es mort. Si tu es Zarma et puis tu es terroriste, les fans t'attrapent en train de tuer, Wallahi billahi talahi, tu es mort. C'est tout. La seule chose qui tue, au Sahel, c'est d'être terroriste. Il n'y a rien d'ethnique là-dedans. Alors, il y en a qui vont faire du terrorisme en famille. Faites un partage, ils nous attaquent sur YouTube. Il y en a qui s'en vont faire du terrorisme en famille.
le grand frère, le petit frère, le cousin, l'oncle, le neveu, ils s'achètent des calaches pour aller piller des villages, voler des troupeaux, se partager le butin. Quand l'armée arrive et les réduit, ils meurent en famille. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient en famille qu'ils sont morts. C'est parce qu'ils sont terroristes qu'ils sont morts. Ce n'est pas parce qu'ils sont de la même famille. Même s'ils étaient de 10 familles, on les attrape en train de tuer les innocents. S'ils y trouvent la mort, ce n'est que justice. Il n'y a pas de génocide anti-Peul en Afrique. Il n'y a pas de génocide anti-Touareg en Afrique. C'est un mensonge monté de toutes pièces par le néocolonialisme français et par l'impérialisme occidental. Les Africains n'y croient pas. Les Peuls n'y croient pas. Les Touaregs n'y croient pas. D'ailleurs, dans toutes les armées du Sahel, il y a des soldats, il y a des officiers de toutes les ethnies. Il y a des soldats Peuls, des officiers Peuls dans l'armée malienne, comme des soldats Touaregs, des officiers Touaregs dans l'armée malienne. C'est pareil au Burkina Faso, c'est pareil au Niger. Oh, manipulateurs ethniques, instigateurs de génocide, à l'instar des manipulateurs qui ont produit le génocide rwandais. Allez au diable. La théorie du génocide anti-Peul, anti-Touareg ne marchera pas au Sahel. Le Sahel est le tombeau des théories manipulatrices de l'ethnie. C'est terminé, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes tous Peuls, nous sommes tous Touaregs, nous sommes tous Africains. Nous ne combattrons jamais nos frères en raison de leur appartenance ethnique. Nous combattons les terreaux-impérialistes, les mercenaires de l'ennemi en Afrique. Voilà la vérité. Écrivez ça. Continuons d'écouter le mensonge de Nicolas Normand. Plus ou moins suspectés de connivence avec les terroristes, et de ce fait, une partie de la population civile tend effectivement à vouloir se faire protéger par les djihadistes. C'est peut-être une... C'est faux. Ça encore, c'est leur storytelling, leur narratif mensonger. Aucune Africaine, aucun Africain sérieux ne peut se sentir en sécurité sous l'emprise des terreaux-impérialistes drogués. Armés pour brûler les villages, voler les troupeaux, violer les femmes. Personne ne peut être en sécurité sous un violeur, un drogué, un criminel notoire. Ne peut pas être rassurant, ni pour un homme, ni pour une femme normale. Nicolas Normand ment. Explication de l'augmentation de l'activité des djihadistes au Mali. Serge, votre avis également sur cette question de l'insécurité au Mali? C'est reparti chez les hiboux. Il y a un point positif quand même. Le point positif, c'est que avec Wagner, les mercenaires du groupe Wagner, le gouvernement malien, la junte, a pu reconquérir une localité importante. Bobo Ndada veut se moquer de la grande victoire de la reconquête de Kidal. Mais il faut qu'il se souvienne que ce sont les soldats africains qui ont libéré la France. Quand la junte de Gaulle était en difficulté ici en France, c'est l'armée d'Afrique qui était aux avant-postes. Les officiers blancs se cachaient derrière les soldats noirs. D'accord? Il ne faut pas se moquer de l'armée malienne. Serge Daniel Bobo Ndada. C'est une grande armée dont l'Afrique est fière. La reconquête de Kidal n'était pas une bataille d'enfants de cœur. C'est une déculottée, c'est une correction notoire qui a été infligée aux troupes terreau-impérialistes. Les terreau-impérialistes et leurs maîtres ont fui. C'est le Mali qui a gagné avec ses alliés russes. Et ils administre aujourd'hui magistralement la région de Kidal. Je salue le général Gamou, qui, gouverneur de Kidal, fait un travail remarquable, le grand fils Touareg du Mali. Bobo Ndada fait semblant. Ah, quand même, ils ont réussi à prendre Kidal. C'est pas quand même. C'est la preuve de l'échec de la MINUSMA. La reprise de Kidal est la preuve de l'échec de la MINUSMA. De l'échec de Barkhane, de l'échec de Serval. L'échec des forces européennes est matérialisé par la capacité de l'armée malienne et de ses alliés russes de reprendre la grande capitale de l'extrême nord du Mali. Écrivez ça, Bobo Ndada. Et on n'a pas besoin de vos félicitations frelatées, fanfrelucheuses, vos félicitations épluchées à l'armée malienne. Elle laisse les Maliennes et les Maliens, les Africaines et les Africains éveillés à 37 degrés Celsius. Bobo Ndada, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. De Kidal, qui est dans le nord du Mali, qui était occupé par les djihadistes, par les groupes rebelles depuis des années. Ça, il a du mal à trouver le nom de ceux qui occupaient Kidal. Tantôt c'est les djihadistes, tantôt c'est les groupes rebelles. Synthétisons tout ça. C'est les terreau-impérialistes qui occupaient Kidal. Hein? Ni djihadistes, ni groupes rebelles. Terreau-impérialistes. Les terroristes mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. C'est ce qu'ils sont. Hein?
Serge Daniel, tantôt, les djihadistes, les terroristes, les rebelles. Non, Serge Daniel, c'est terminé ça. Votre affaire de djihadiste, vous allez rentrer avec ça à Paris. Hein, vous allez vous la manger littéralement comme de la salade à la vinaigrette. Hein. Vraiment, ça n'intéresse plus personne en Afrique. Il n'y a pas de guerre religieuse au Sahel. C'est une guerre de recolonisation et c'est une guerre de libération. Face à une guerre de recolonisation impériale, l'Afrique livre une guerre de libération anticoloniale et anti-impérialiste. C'est ça les données au Sahel. Il n'y a pas autre chose. C'est le point positif de la présence de Wagner. Ça, c'est clair, c'est une victoire pour la junte, il faut te le dire. Mais en revanche... Mais, Gondada, j'espère que vous, quand vous dites junte, vous vous rendez compte que vous insultez De Gaulle et ses compagnons, parce que c'est la plus célèbre junte de France. Quand vous dites junte, vous oubliez que l'Empire a été fondé par le coup d'État de Napoléon, en 1799. Oui, c'est une junte qui a fondé l'Empire français. Quand vous dites junte, vous oubliez que la Révolution française a attrapé le dernier roi de France en exercice, qui s'appelait Louis XVI, et lui a coupé la tête. C'était le 21 janvier 1793. Mais l'histoire de France n'est pas plus propre que l'histoire malienne pour que vous parliez avec mépris de l'histoire malienne. Le mépris que vous affichez pour l'histoire malienne voile mal la volonté de ne pas reconnaître qu'aucun pays ne peut prétendre avoir une histoire pure. Une histoire totalement sainte. Une histoire dématérialisée, éthérée, aérienne, spirituelle, transcendantale, diaphane, transparente. Une histoire azurée, ça n'existe pas. La République française a été fondée par des rebelles, des putschistes. Un général condamné à mort. D'ailleurs, il était colonel, et même pas général plein. Quand il est condamné par contumace et s'enfuit à Londres, on pourrait décrire toute cette histoire en utilisant des termes infamants. On dirait le poltron de De Gaulle s'enfuit à Londres, la queue entre les jambes, comme un chien battu sous la pluie. Or, vous avez réécrit toute cette histoire. C'est devenu l'histoire glorieuse de la République française. Pour faire plaisir aux petits Français et leur exprimer de justes sentiments, de nobles sentiments patriotiques. Et quand le Mali est en train d'écrire sa belle histoire à lui, vous venez avec des propos péjoratifs, infamants, caverneux, nauséeux. Vous venez rouler vos yeux globuleux de hibou, pseudo-journalistique, pour salir la noble histoire du XXIe siècle africain du Mali. Ça ne passera plus. Nous sommes là. Les gardiens de la tradition africaine du XXIe siècle sont là pour ne pas laisser passer des narratifs plats comme celui de Bobo Oundada. Oui, on est là pour vous. Vous ne passerez plus. Halte là, tu ne passerais pas, Bobo Oundada. Halte là, tu ne passeras pas, Bobo Oundada. Continuons de l'écouter, il reste 3 minutes. Il faut dire que Wagner, ou les successeurs de Wagner Africa Corps, n'ont pas résolu le problème de l'insécurité au Mali. Et qui a résolu le problème de l'insécurité dans le monde? Est-ce qu'il y a un pays dans ce monde qui ne peut pas être attaqué par les groupes terroristes? Qui a résolu le problème de l'insécurité dans le monde? Pourquoi tout le temps là? Parfois on entend, quand on se promène, on va à l'aéroport, tout ça là, on voit des militaires avec des kalash en main. Dans le cadre du plan Vigipirate. Vigipirate, là, signifie quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir un attentat. Oui ou non? Bon, on est tellement sécurisé ici, mais les journalistes de Charlie Hebdo, ils ont été tous zigouillés en une journée, non? On a empêché. Mais je ne sais même pas, qui est-ce qu'il veut épater avec ça? L'insécurité terroriste, est-ce qu'il y a un pays qui puisse être un refuge absolu contre l'insécurité terroriste, actuellement dans le monde? Non! Bobo Oundada fait comme si le terrorisme, là, c'est seulement au Mali. Alors que le terrorisme, c'est même d'abord bien incrusté au sein de l'Occident. Les cellules terroristes actives en Occident sont d'une puissance inouïe. Quand elles frappent, le monde entier est épaté, impressionné par la fulgurance et la violence de leurs attaques. Le caractère catastrophique et apocalyptique de leurs attaques a été plusieurs fois mesuré ici en Occident. On veut présenter l'Afrique comme étant vraiment le ventre mou du terrorisme. Pourtant, l'Afrique, est-ce le continent le plus barbare et le plus sauvage de l'humanité? Quel est le continent le plus barbare et le plus sauvage de l'humanité? Monsieur Sarkozy, je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que Nicolas Sarkozy peut nous édifier sur le continent
le plus sauvage et le plus barbare de l'humanité. Monsieur Sarkozy, est-ce que vous avez une idée? Oui, de tous les continents, oui. Je vais vous dire une chose. Oui, oui, allez-y. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal. Ah bon? Où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah, stopfroulay. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Hein? C'est l'Europe. Merci Sarkozy. Et je vais vous dire autre chose. Non, c'est bon, c'est bon. C'est pas au Moyen-Âge. Non, c'est bon, c'est bon. Sarkozy reconnaît que l'Europe est de tous les continents le plus brutal et le plus sauvage. Et il dédouane l'Afrique. Il dédouane l'Asie. Il dit non, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Hein. Enlevez l'Afrique dedans. Merci, Sarkozy. L'un des plus grands barbares contre l'Afrique reconnaît quand même que l'Afrique n'est pas barbare. Donc, s'il faut choisir, s'il faut chercher les civilisations qui sont à l'origine de l'expansion du terrorisme dans le monde, on ne peut pas citer l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a répandu le terrorisme dans le monde? Est-ce que l'Afrique a déjà provoqué une guerre sur son continent qui s'est retrouvée appelée guerre mondiale? Jamais. Quel est le continent le plus barbare et le plus sauvage? Monsieur Sarkozy, recommencez voir, je n'ai pas bien entendu là. Quel est le continent le plus barbare et le plus sauvage? Je vais vous dire une chose. Ouais. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, merci, est le continent le plus brutal. D'accord. Où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah bon? C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Oui. C'est l'Europe. Ah, merci. Et je vais vous dire autre chose. Oui, allez-y. C'est pas au Moyen-Âge. C'était quand? C'est au XXe siècle. Ah bon? C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah! C'est en Europe qu'on s'est battu. Ah! Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Ah, très bien. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Et vous, vous avez oublié la Libye. Bon, c'est bon. On retourne, là, il reste 2 minutes. On est en train d'éplucher. Eh bien, Serge Daniel et son copain Nicolas Normand. N'oubliez pas le travail principal. Mais, comme le rappel sauve l'âme. Quel est le continent qui a répandu le terrorisme dans le monde? C'est pas l'Afrique, hein? C'est pas l'Asie. Nicolas Sarkozy nous a dit, c'est l'Europe. Non, il ne faut pas penser que le terrorisme est installé au Mali. Non, il est arrivé accidentellement là-bas. Mais il est essentiellement venu d'où? Du continent qui fait les guerres mondiales, qui jette les bombes atomiques aux gens, et qui finance le terrorisme. Oui! L'ère des vérités est arrivée, hein? Verset, c'est verset. Continuons. Aujourd'hui, par exemple, au moment où je vous parle, il y a eu une attaque djihadiste au centre, c'est-à-dire dans 300 km au nord de Bamako. Non, c'est toujours lui, Serge Daniel, qui est même au courant de l'attaque terroriste avant qu'elle n'arrive. Parce que comme il travaille avec eux, il est dans la cabine avec eux de travail. Il est au QG terroriste avec eux. C'est toujours lui qui annonce des attaques dont les détails sont connus de lui. Tout ça. Ça se passe dans sa tête. On lui a dit qu'ils vont le faire. Il croit qu'ils l'ont fait. Parfois, certains jours, il découvre que rien finalement ne s'est fait. Et il se sent tout bête. Hein? Écoutez-le. Les djihadistes ont occupé un camp militaire. Donc, c'est évident. Au moment où je vous parle également, par exemple, vous avez au centre du Mali, dans la région de Mopti, plus de 200 civils qui ont été enlevés depuis plusieurs mois par les djihadistes. Et jusqu'à présent, ces civils sont aux mains des djihadistes. Donc, vous voyez, ça, il revendique cela comme des trophées. Il est vraiment fier. Si vous regardez l'expression faciale du hibou de Dakar, il est heureux de parler des personnes kidnappées. Mais ce qu'il a peut-être oublié, c'est un article qui a été publié le 30 juillet 2014. Il a été publié par France 24. Il avait été repris de la presse officielle, de la presse américaine, de New York Times. Cet article est intitulé « La France, premier financier des djihadistes au Sahel, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Cet article établissait que, par le mécanisme des rançons, la France finançait le terrorisme au Sahel. Bobo Dada ne peut pas en parler. Il est fier, hein, qu'on enlève des gens. Mais il ne peut pas reconnaître que ce système d'enlèvement des gens est l'un des mécanismes de financement du terrorisme pratiqué par les États occidentaux. Et que France 24 a reconnu qu'à un moment donné, la France était devenue le premier banquier des, entre guillemets, djihadistes au Sahel. La preuve existe, elle est dans mon livre, L'impérial terrorisme. Je n'invente rien. Hein. Je ne parle que de ce qu'ils ont eux-mêmes documenté, sur la base d'ailleurs des enquêtes américaines. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui parle des enlèvements et des rançons, alors même qu'il devrait dénoncer ceux qui en vivent, ceux qui financent, ceux qui permettent à ce mécanisme des rançons de renflouer les caisses des terroristes.
On ne peut pas dire que Wagner a constitué, si vous permettez l'expression, un médicament pour la junte ou pour le Mali pendant ces 5 dernières années. Ça a été plutôt, je dirais, Waterloo. Voilà, il utilise des formules. C'était Waterloo. Mais Waterloo, c'était la défaite de qui? La bataille de Waterloo. Qui a perdu Waterloo? Voilà quelqu'un qui a fait des études de journalisme, mais qui ne sait même pas choisir ses images. Qui a perdu la bataille de Waterloo? Hein? C'est pas Napoléon? C'est pas la France? Oh, vraiment. Ouh, non, les gens sont bêtes. Mais justement, c'est Waterloo pour la France au Mali, puisque tous les plans qu'elle avait mis en place pour garder sa main mise sur le Mali, tous les plans que le néocolonialisme français avait mis en place pour garder la main sur le Mali sont tombés à l'eau. C'est la France qui a connu Waterloo au Mali. Au nom de Dieu. C'est toute son affaire-là qui est tombée dans l'eau au Mali. Depuis qu'elle a quitté le Mali, elle ne fait qu'être chassée militairement partout. Chassée du Burkina, chassée du Niger, chassée du Tchad. Hein? Obligée de s'invisibiliser au Sénégal, de s'invisibiliser en Côte d'Ivoire, en train de s'invisibiliser au Gabon. Qui a connu Waterloo? C'est pas le Mali, c'est la France. Même en 1815, si je me souviens. La bataille de Waterloo, je crois que c'est 1815, si je ne m'abuse. Qui a perdu là-bas? C'était la France. Astaghfirullah. Bobo dada. Que quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. On ne prend pas d'exemple contre-intuitif. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple d'une défaite militaire française pour illustrer une défaite malienne. Là même où les autorités maliennes ont délogé l'armée française. Mais c'est Waterloo pour le néocolonialisme. Le Mali, c'est Waterloo pour le néocolonialisme. Écrivez ça. Oui, c'est au Mali que le néocolonialisme français a été noyé. Waterloo. J'aime beaucoup cette expression, ce mot de Waterloo, parce que ça dit 2 fois l'eau. Water, en anglais, c'est l'eau. Et puis le son l'eau, même si ça se dit L-O dans le mot Waterloo. C'est-à-dire, ils ont été noyés dans l'eau, C'est-à-dire qu'ils ont été étouffés dans l'eau au Mali. Les vieux esprits du Mali, les mânes ancestraux africains du Mali, ont enterré le néocolonialisme français au Mali. Ils l'ont nyamorodéisé, batradéisé, dangadénisé. Terminé. Oui. Une petite injection d'Assimi Goïta comme ça. Ils ont été débranchés. On dit, montrez vos nuques. Pas de bruit. Montrez vos nuques. En Bassa Bantou, on dit, Tina Mambous Mamingominan. Montrez les nuques de vos têtes. Allez-y. Le Burkina Faso se lève, on dit, montrez vos nuques. Les ancêtres burkinabés réincarnés disent, montrez vos nuques. Le Niger se lève et dit, hé, montrez vos nuques. Ça, c'est pas Waterloo, ça. Mais ça fait pitié. Il utilise cette métaphore en croyant avoir trouvé vraiment, waouh, le truc. Hein, la tournure journalistique, la formule éclatante. Or, ça, c'était un autogol. Il s'est tiré une balle pointue au pied. Avec cette métaphore. J'ai eu pitié de lui quand il a dit Waterloo. Oh. Nicolas, est-ce que la France a-t-elle encore un rôle à jouer? Ah là, Nicolas, ce n'est plus Nicolas Normand. Hein. Vous voyez que ces trois sont des complices. Hein. Et la journaliste finit par avouer qu'elle travaille dans la même cellule que Nicolas Normand. Elle ne l'appelle plus par son nom. Nicolas. Nicolas. Hein? Vous voyez, c'est trois larrons en foire qui s'amusent à désinformer les Français, les Africains et le monde. On se rend compte qu'en fait, c'est la même cellule de désinformation qui était en train de travailler. On avait l'impression en fait que chacun était chez lui, alors qu'en fait, c'était un jeu entendu. Il s'agit d'un puzzle qui a été monté avant. Alors, Nicolas, tu peux finir par un super mensonge. Nicolas va le faire. Allons-y, Nicolas. Dans le Mali et plus largement dans le Sahel, malgré le retrait de ses troupes, est-ce qu'elle doit complètement se retirer du jeu? Alors, la France est obligée de faire le dos rond et il ne faut pas s'occuper des affaires du Mali. Non, la France est obligée de faire le dos rond. C'est une belle expression de Nicolas Normand qui nous renseigne sur les intentions néocolonialistes françaises. Qu'est-ce que c'est qu'en français faire le dos rond? C'est-à-dire, en fait, laisser passer les temps difficiles tout en s'accrochant. C'est ça, faire le dos rond. Nicolas Normand nous dit que la France ne veut pas partir militairement, économiquement, politiquement d'Afrique. Elle ne veut pas partir. Elle fait le dos rond. C'est-à-dire qu'elle traverse une période difficile, mais il faut qu'elle s'accroche. Littéralement un peu comme l'autruche qui enfonce son cou dans le sable
en espérant que la tempête de sable passe et que par la suite ses activités reprennent. Nicolas Normand nous dit que la France fait le dos rond, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas quitter l'Afrique. On lui demande d'enlever ses troupes, d'enlever sa monnaie néocoloniale, d'enlever ses mains dans les affaires politiques africaines. On lui demande d'arrêter de se mêler de la souveraineté africaine. Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, nous dit la France fait le dos rond. C'est-à-dire la France veut rester. Faire le dos rond, c'est s'accrocher. Se maintenir à tout prix. Mais en supportant les coups. Vous avez entendu la stratégie? On est donc dans la dissimulation, mais dans la volonté de continuer le projet néocolonial. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Laissons-le parler. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Il faut simplement éviter toute déclaration qui ferait monter la pression anti-française. La junte a une position... Donc, leur espoir, c'est que le régime du Mali soit renversé par un coup d'État. En attendant, ils font le mort. Ils font comme s'ils ne sont pas là. Ah ben, vous savez, maintenant que les opinions sont plutôt un peu extrêmement ébouriffées, elles sont écorchées vives, on va faire profil bas et on va attendre. On attend. Un jour, de toutes les façons, Assimi Goïta, il finira par se prendre un bon coup de tas sur la gueule. Ibrahim Traoré va finir par se prendre un bon coup d'état sur la gueule. Tiani va finir par tomber. Et là, hop, le coq gaulois sera de retour. Vous voyez le plan? Nicolas Normand est une mine d'or de renseignement. Derrière toutes ces formules, il nous renseigne. Contre toute sa volonté, il nous révèle. Il nous révèle la perfidie, l'obsession impérialiste française. Elle pue dans ses propos, cette obsession. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous exploiter cette interview dans toutes ces interstices, à en sortir tout le jus, pour que l'Afrique sache ce qui se passe dans leur cerveau, ces gens-là. Oui, vous voyez, c'est ça l'analyse de texte. Il faut aller du texte au contexte. Il faut lire entre les lignes. Il faut passer du dit au non-dit, à l'inédit, au prédit, au dédit, au médit, au redit, et même au crédit. Oui, avec ces gens-là. La suite. Très anti-française. Elle accuse même officiellement la France de soutenir les terroristes. Donc, Non, ils n'ont pas accusé officiellement. Ils ont montré des preuves. Ils ont dit qu'ils ont des preuves. Ils ont demandé une confrontation des preuves aux Nations Unies qui a été refusée par la France. Et entre-temps, des tas de preuves sont sorties, y compris les preuves américaines. Avec Donald Trump, les États-Unis ont reconnu que l'USAID a financé les organisations terroristes. L'entretien Lavrov-Fabius l'a montré. Les enquêtes américaines sur le financement des terroristes par les rançons l'ont montré. Il y a de nombreuses preuves du soutien au terrorisme. Et aujourd'hui, quelle est la puissance qui offre ces médias aux organisations terroristes pour faire connaître leurs actions d'éclat et même leurs actions les plus imaginaires? Quelle est la puissance qui est le relais médiatique des groupes terroristes au Sahel? Il n'y a aucun doute, c'est la puissance française. Ce sont des faits. C'est grâce à France 24, à Jeune Afrique, à TV5, à RFI, etc., que les groupes terroristes existent médiatiquement. C'est un fait scientifique. Voilà. On n'a pas besoin, je ne sais pas, d'être Zeus ou Jupiter, ou d'être Allah le Tout-Puissant en personne, pour voir à qui profite le terrorisme au Sahel. Il profite à ceux qui se réjouissent de voir le Mali à feu et à sang, qui espèrent que ce sera le cas, qui voudraient voir tomber des régimes qui ne font que servir leur peuple. Ils ont fait une plainte officielle à l'ONU et la population est sous une influence très forte d'une propagande intense anti-française, en partie alimentée par les Russes. Donc, il parle de propagande intense anti-française. Depuis que je suis en train de parler là, je combats le colonialisme, le néocolonialisme français. Je ne combats pas le peuple français. Les panafricanistes ne combattent pas le peuple français. Ils combattent la politique africaine néocolonialiste de la France. Ils font tout pour entretenir un amalgame sur la lutte panafricaniste. Ce n'est pas une lutte raciste. Moi, je ne détesterai jamais un être humain à cause de la couleur de sa peau. Je sais que l'humanité est une espèce une et qu'elle est en dernière analyse issue du même Père créateur divin suprême. Je sais qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que toute la création émane en première et dernière analyse de lui. Je ne peux pas cracher sur une créature de mon créateur.
sans cracher sur ma propre création. La lutte panafricaniste, la lutte du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'est pas une lutte raciste, ce n'est pas une lutte contre les Blancs. Ce n'est pas une lutte contre le peuple français, c'est une lutte contre la politique raciste, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste des gouvernements français successifs contre les Africains. Il ne faut pas entretenir un amalgame dans l'esprit des opinions africaines. Il n'y a pas d'ennemi du peuple français en Afrique. D'ailleurs, les Français qui continuent à vivre en Afrique, même quand ils sont de couleur blanche, ils ne sont pas traqués en raison de leur couleur de peau. Il n'y a pas eu de lynchage de Français en Afrique. Il n'y a pas eu de lynchage en Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas vu de lynchage de Français. Malgré toutes les échauffourées qu'il y a eu, je n'ai pas vu de lynchage de Français. Au Sahel, ça n'a pas été fait. Même quand l'armée française a tiré sur des foules sahéliennes, les Sahéliens ne sont pas allés chercher les personnes blanches françaises vivant chez eux pour les tuer. Personne n'a perdu la vie au Sahel dans ce dispositif. Personne. Pourquoi? Parce que les Sahéliens ont bien compris le piège qui leur a été tendu par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. S'il y avait eu un règlement de compte de type raciste contre les Blancs français occidentaux d'Afrique, alors on dirait que l'Afrique a déclaré une guerre mondiale. On en profiterait pour se permettre tous les excès contre les Africains. Les Africains ont démantelé et combattent une politique. Ils ne combattent pas les peuples européens, qui, sur le plan de l'histoire longue, sont des peuples de descendants d'Africains. Il faut être fou pour combattre tes petits-enfants. Les hommes de toutes les couleurs qu'il y a sur la terre sont des descendants d'Africains. L'Afrique a la responsabilité suprême de l'humanité, car elle a commencé par elle. Nous sommes le berceau de l'homme. Et nous ne nous laisserons pas guider par les idéologies de nos propres émanations. Nous savons que nous fûmes les premiers à être des hommes. Et nous savons la responsabilité élevée qui nous incombe. Demeurer humain malgré toute l'adversité. Quitter la naïveté, rejoindre la lucidité, mais ne jamais imiter les démons qui nous ont meurtris pendant des millénaires. Ne jamais ressembler à nos pires ennemis. La plus grande victoire spirituelle que la diabolicité puisse emporter sur l'homme, c'est d'amener l'homme à admirer le diable. Il faut combattre le mal sans l'admirer. C'est la posture de l'Afrique résistante contemporaine. Et il faut que vous le compreniez, monsieur Normand. Le procès qu'on nous fait ici en France, c'est de nous présenter comme des gens qui entretiendraient la haine contre la France. Quelle haine? Nous combattons des politiques. Nous ne combattons pas le peuple de France. Si nous combattions un peuple, nous serions indignes de combattre. Quand vous vous attaquez désormais aux gens à cause de leur apparence physique, tout votre combat devient nul sur le plan moral, sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan spirituel. On ne mène pas de combat sur la base des valeurs basses, inférieures de la vie. Le combat doit se mener au nom des valeurs les plus transcendantes, les plus hautes, les plus idéales, les plus belles. Et ainsi, il vaut la peine d'être mené. La dernière minute de la logorée de ces individus. Dans ce contexte, c'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Il faut attendre un petit peu que la population se rende compte que finalement la junte et les mercenaires russes n'apportent aucun progrès. D'ailleurs, la reconquête de Kidal dont parlait Serge Daniel, pour moi, ce n'est pas un succès puisqu'il y avait un accord de paix avec les séparatistes. Et en fait, un gros menteur. Ils disent qu'ils attendent donc que la population se rébelle contre le gouvernement au Mali, qu'elle se rébelle contre le gouvernement au Burkina, qu'elle se rébelle contre le gouvernement au Niger. Ils peuvent toujours attendre. Et comme ils sont fatigués d'attendre, ils se mettent à fomenter des coups d'État. Ils envoient des officiers de la DGSE pour organiser des coups d'État. Parce qu'ils sont fatigués d'attendre. Ils pensaient qu'ils allaient dresser la population Peul, la population Touareg, contre le reste de la population, ou dresser le reste de la population contre les Peuls et les Touaregs. Ça ne marche pas. Ils pensaient qu'ils allaient dresser les musulmans contre les chrétiens, ou les chrétiens contre les musulmans. Ça ne marche pas. Ils pensaient qu'ils allaient dresser les sudistes africains contre les nordistes africains. Ça ne marche pas. Hein?
Ils pensaient qu'ils allaient dresser même les hommes contre les femmes. Ça ne marche pas. Ils ont voulu dresser les imams contre les politiques. Ça ne marche pas. Ils ont voulu dresser les anciens premiers ministres contre le pouvoir. Ça ne marche pas. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils disent que vraiment, un jour, ça va passer. Votre problème, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez à foutre au Mali? On n'a pas besoin de vous là-bas. Cela vous a été dit clairement. Laissez les Maliennes et les Maliens, laissez les Africains tranquilles. Et de toutes les façons, les Africains ne vont pas vous laisser les emmerder, ils se battront. Alors on dit, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait un accord avec qui à Kidal? Mais l'accord d'Alger, c'est une ruse des terroristes pour gagner du temps et du pays. Cet accord a été démantelé. C'est un accord qui est à Bana Peu. Poubelle, à tout jamais. Jamais plus un tel accord ne sera signé par des Maliens. C'était une ruse des terroristes pour s'incruster et par la suite voler une partie du territoire richissime du Mali. C'est du passé maintenant. L'accord d'Alger ne vaut pas plus que du papier PQ. Oui, c'est fini. En malien, en bambara, on dit Abana. Accord d'Alger, Abana, Peu. Les Maliens s'en souviendront toujours comme d'une erreur diplomatique massive qu'ils commirent. Jamais ils n'auraient dû signer ce navet. Hein? Mais oui! Cet accord a été rompu par la junte, qui a envahi et occupé militairement Kidal, et c'était la mort. Envahi et occupé militairement Kidal. Mais est-ce que Kidal, là, c'est la France? Kidal, c'est le Mali. C'est l'armée légale et légitime du Mali qui a vaincu les terroristes à Kidal, qui les a pulvérisés, qui a rétabli l'autorité de l'État. Vous venez pleurer pourquoi? Est-ce que c'est la préfecture de la Drôme? Ou bien c'est les Pyrénées-Atlantiques? C'est Kidal, là. Kidal, au Mali, en Afrique. Oh, ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. D'un accord de paix. Donc il y a un deuxième front qui s'est ouvert avec les séparatistes, en plus du front avec les djihadistes. C'est faux. Il n'y a pas de différence entre soi-disant djihadistes et séparatistes. Il n'y a pas de djihadistes au Mali. Il n'y a que des terroristes impérialistes armés par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. D'accord? Et moyen-oriental. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de prière là-bas. Ce n'est pas une affaire de musulmans. Laissez l'islam tranquille. Normand, Bobo Oundada, laissez l'islam tranquille. Vous ne voulez pas être musulman, c'est votre droit. Mais arrêtez de salir la religion des gens. Reconnaissez qu'il s'agit d'une grande arnaque. L'attaque de la Libye par l'OTAN, ses alliés du Moyen-Orient et ces deux groupes terroristes qu'elle a créés dans les années 80 et dans les années 2000. Al-Qaïda et l'État islamique. C'est une recolonisation impérialiste du continent qui a été tentée et qui est en difficulté grâce à la grande muraille subsaharienne qu'est l'Alliance des États du Sahel. Au nom de Dieu, c'est ça qui est vrai. Ce n'est pas, de mon point de vue, un progrès, alors qu'il y avait une solution négociée qui était... Quelle solution négociée? C'était une ruse des néocolonialistes français pour maintenir leurs hommes de main dans le nord du Mali et continuer à faire prospérer leur projet de le piller à l'avantage de leur industrie. Tout ça, c'est du passé. Voilà. C'est tombé dans l'eau. Abana Peu. En cours avec au moins les séparatistes. Pas avec les djihadistes, mais avec les séparatistes. Serge Daniel, vous qui connaissez très bien la... Et il n'y a aucune différence entre djihadistes et séparatistes. Et il n'y a pas de djihadistes, une fois de plus, au Niger. Écoutons Serge Daniel Bobondada dans les 30 dernières secondes. Le hibou de Dakar va apporter son petit goissou à ce monticule de mensonges élaboré pendant toute cette émission. Société malienne sur le plan économique et social, quel est l'impact de cette crise prolongée sur la population? Écoutez, au Mali aujourd'hui, par exemple, le premier poste budgétaire, c'est la sécurité. Donc vous n'avez plus de budget d'investissement. C'est faux. Bobondada est un gros menteur. Le Mali vient de récupérer entièrement la Banque nationale de développement agricole. Le Mali a remboursé à la France ses parts dans cette banque. Le Mali est à l'initiative du financement de son agriculture. Le coton malien s'est retrouvé aux avant-gardes de la production cotonnière plusieurs fois ces dernières années. Mieux, le président Assimi Goïta a lancé, il y a à peine une semaine, un programme d'aide et de soutien à la population de 12 milliards. Programme d'aide alimentaire aux populations les plus fragilisées du pays. 12 milliards de francs CFA. Bobo Oundada, tu mens. Tu mens. Tu mens. Il faudrait qu'on trouve la petite vidéo de Louis de Funès et qu'on colle ça sur ces deux gros yeux globuleux là. Et que Louis de Funès passe toute une journée à dire en regardant Bobo Oundada, tu mens, tu mens, tu mens.
C'est pas possible, le hibou de Dakar. Il n'y a pas de nouvelles routes qui sont construites. Faux, menteur. Il y a plusieurs nouvelles routes qui sont construites au Mali. Moi, je vais là-bas une fois tous les 3 mois. Et je suis allé là-bas régulièrement pendant 10 ans. Tu mens, tu mens, tu mens. Et il y a des nouvelles routes qui sont construites au Mali. Eh, Bobo Oudada, c'est pas possible. Problème, pas de nouvelles écoles, etc. Faux, il y a des nouvelles écoles qui sont construites au Mali. Il y a des nouvelles écoles qui sont construites au Mali. Moi, j'ai été visiter le campus, le grand campus malien de Kabala. Dans les années 2013-2014, j'ai eu mal au cœur quand j'avais visité l'école normale supérieure. L'école normale supérieure de Bamako. J'avais été là-bas à l'invitation de mon collègue, le professeur Ibrahima Touré, que je salue. J'avais été là-bas dispenser un cours à la demande de mon collègue, quand j'assurais des cours de philosophie à l'Université catholique du Mali. Et j'avais trouvé l'école normale supérieure du Mali dans un état de délabrement qui m'a fait couler des larmes. Et il y a à peine 2 mois, pas la dernière fois que j'étais au Mali, mais l'avant-dernière fois que j'étais au Mali, j'ai pu aller visiter le nouveau campus de l'Université du Mali, à Kabala. Astaghfirullah. Voilà, c'est plus grand et c'est plus beau que la Sorbonne. Le campus moderne de Kabala au Mali, c'est un campus haut de gamme. Bobo Oudada, vous êtes un gros menteur. Le Mali est aujourd'hui en train de se doter de campus universitaires de haut niveau. J'étais, il y a à peine 1 mois, visiter le petit campus de l'Université catholique du Mali dans le centre de la capitale. Un campus qui est en rénovation, avec à sa tête un président brillant. L'université malienne peut se relever. Le professeur Bouré Markansaï, ministre malien de l'enseignement supérieur, et ses collègues se battent pour rendre à l'université malienne les grandes couleurs qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Rien n'est facile. Mais, Serge Daniel, vous ne pouvez pas mentir sur ce pays comme ça. Kabala, c'est magnifique. C'est avec beaucoup de plaisir que j'y dispenserai, à compter de la prochaine rentrée, des cours de philosophie. Pour la jeunesse malienne. Le campus de Kabala n'envie rien, aucun campus. Moi, j'ai fait des campus de France, j'ai fait les campus américains, j'ai fait les campus du Moyen-Orient, en Turquie. J'ai fait les campus européens. Vous allez à Kabala, il ne manque rien. Je dis bien, il ne manque rien. Rien du tout ne manque. Le Mali prouve à Kabala, grâce à sa coopération avec la Chine, qu'il est capable de rattraper son retard dans le terrain de la recherche scientifique haute, dans le terrain universitaire. Écrivez ça. Envoyez à Serge Bobo Oudada Daniel les photos du campus de Kabala. Lui-même, il pensera même que c'est au Mali. Vous avez entendu? Voilà comment il faut attraper ces gros menteurs-là, bien les pressuriser dans des émissions de décapage comme celle-ci. Une crise économique. De ce point de vue-là, en termes de développement, mais là, un pays qui a été capable de nationaliser la filière or, de mettre Barrick Gold au pas, de récupérer l'argent. Un pays qui vient de nationaliser la BNDA et de la remettre à flot pour travailler. Mais le Mali est au travail. Le Mali sécurise ses budgets, il ne dépend pas de la Banque mondiale et du FMI, le Mali. C'est l'argent des Maliens qui fait fonctionner le Mali. Bobo Oudada. On doit vous expliquer ça dans quelle langue? Si je parlais fond, j'allais lui expliquer. Puisqu'il cache son nom fond de Bobo Oudada et ne veut même pas accepter sa bénignité. Ça fait pitié. Qu'est-ce qu'il raconte là? Explique qu'elle est là d'abord pour assurer la sécurité et que le premier poste budgétaire va rester longtemps la sécurité. Ce qui ne résout pas quand même les problèmes. Gros menteur. Quel est le premier poste budgétaire des États-Unis? Les pays de l'OTAN. Leur budget n'est-il pas le budget le plus écrasant qui est sur la Terre? Mais quel est le secret de la domination occidentale dans le monde? Si ce n'est pas que pendant plusieurs siècles, l'Occident a dominé militairement la planète. Qui n'a pas compris que la puissance militaire conditionne la puissance économique? Et vice-versa.
Qui n'a pas compris cela? Ils veulent prendre les Africains pour des niais. Le Mali a bien compris que sans sécurité, rien ne tient. La cité ne tient pas si elle n'est pas en paix. Et c'est la paix qui est la condition de toutes les autres prospérités. Écrivez ça. Le budget de la sécurité du Mali n'est rien à côté du budget de sécurité de la plupart des pays occidentaux dont Serge Daniel ne parle pas. Ici, en France, on est en train de parler de réarmement de l'armée française. Ici, en France, on est en train de nous sériner les oreilles, tambouriner les oreilles tous les jours avec le fait qu'il faut réarmer l'Europe. Oh, la Russie se prépare à nous attaquer. Ah, soyons prêts. Eux, ils sont en train de s'armer. Ils sont prêts à donner 100 milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine leur sert de cheval de Troie pour attaquer la Russie. Ils sont prêts, toujours prêts dans les affaires militaires. Ce sont eux qui ont les plus gros budgets militaires de la planète. Ils viennent dire, ah, les Maliens ont décidé de privilégier la sécurité par rapport au développement économique. Vous avez vu où? Dans vos pays de référence en Occident, où la sécurité n'a pas été privilégiée pour que l'économie prospère. Ne sont-ce pas les bateaux de guerre des États-Unis et de l'Angleterre qui leur ont permis de dominer la planète ces 200 dernières années? Vous voulez enfumer le monde? C'est fini. Ce temps-là est passé. Boubon Dada. Ce temps-là est passé. Vous savez que les Américains ont estimé à un moment à plus de 10 millions de dollars que l'État, que la junte malienne paye chaque mois. Eux, les Américains, ils dépensent 400 milliards avec 400 milliards de dollars avec leurs alliés de l'OTAN. 400 milliards de dollars. Ils se plaignent d'une dépense de 10 millions de dollars au Mali. Est-ce que c'est leur argent? C'est l'argent américain. Regardez-moi des sorciers comme ça. C'est-à-dire mensuellement au groupe Wagner, par exemple, sont les Américains, un peu plus de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est quoi? 10 millions de dollars, c'est quoi pour le Mali? Mais c'est de la pichenette, ça. Mais c'est du pipi de chat pour le Mali, 10 millions de dollars. Le Mali, le pays de Kankan Moussa, le pays de Soundiata Keita, il est à 10 millions de dollars près. C'est rien du tout, ça. Le Mali, là, qui est en train de se relever, c'est à lui que tu parles de 10 millions de dollars dans une émission sur TV5. Comme si c'était de l'argent. Un pays aussi puissant, aussi riche, avec le potentiel du Mali. Mais Serge Daniel, que Dieu vous accorde longue vie pour souffrir de voir le Mali retourner au firmament des nations de ce monde. Vous allez voir. Avec vos gros yeux globuleux, grenouilleux, envieux, jaloux, méchants, pervers, vous allez voir. Vous allez voir. Bobo Dada, vous allez voir. C'est énorme. Ça aurait pu aller dans la santé, dans le développement. Il dit que c'est énorme. Oh, rien que pour financer les rançons aux djihadistes, la France a dépensé en 2014 presque 200 millions de dollars, selon les enquêtes américaines. Vous avez donné 200 millions de dollars aux djihadistes en 2014. Rien qu'à travers le mécanisme des rançons. Vous leur donnez des gens à kidnapper et vous faites semblant de libérer ces gens pour les financer. Voilà le mécanisme. Hein? Le Mali a donné 10 millions de dollars alors à ses alliés combattants russes. Votre problème dedans, c'est quoi? C'est votre argent? Est-ce que c'est l'aide française au développement? La soi-disant? Est-ce que c'est l'argent du FMI? C'est l'argent de la Banque mondiale? C'est pas l'argent du Mali? J'ai dit, oh, quelqu'un a une démangeaison sur sa fesse. Il gratte sa fesse. Et c'est toi que ça démange? Il s'est gratté lui-même. C'est sa démangeaison. Ça te gêne là-bas. Hein? On peut être jaloux comme ça. Mais les jaloux vont maigrir. De l'éducation. Et ce qui fait que sur le plan de l'éducation et sur le plan social, la vie est plutôt difficile à Bamako, à l'intérieur du pays. Oui, oui. Bamako, l'intérieur du pays où vous ne mettez jamais les pieds depuis plusieurs années. Vous êtes planqué à Dakar en train de fabriquer de la mythologie, de la mythomanie dans votre réduit de Hibou Dakarois. Bobo Dada.